Aujourd'hui, je vais présenter l'étude que j'ai écrite sur le rôle de la Banque centrale dans le cadre de la décolonisation économique de la Tunisie à la sortie de son indépendance. L'idée, c'est un peu de présenter les grands axes de cette étude. Donc le premier axe tourne autour en quelque sorte, la description des structures de domination économique qui étaient en vigueur à l'époque du pacte colonial instauré par la France en Tunisie. Donc il faut savoir que les structures de domination économique tournaient principalement autour de trois grandes structures. Une structure monétaire autour de la zone franc de la Banque centrale d'Algérie et de Tunisie à l'époque, une structure bancaire notamment à travers le réseau de banques françaises afin d'assurer l'accumulation primitive de capital en Tunisie, et enfin une structure douanière de domination économique autour de l'union douanière qui permet d'un côté de faciliter la mise en valeur et la désaccumulation du capital à travers le rapatriement des capitaux, donc dans sa forme, disons, de libre-échange, dans son côté libre-échange, et l'instauration d'un tarif commun extérieur qui est celui de la France, afin de faire de la Tunisie un marché captif de la France et d'évincer toute concurrence autre. Donc pourquoi c'est important, pourquoi j'ai décrit un peu ces structures de domination économique? Principalement parce que en ce qui concerne par exemple la structure monétaire et bancaire, celle-ci permet de faciliter, de soutenir, de garantir l'accumulation primitive des colons en Tunisie, et elle permet aussi d'orienter les crédits selon cette approche et empêche donc tout développement d'une économie locale non inscrite dans le pacte colonial. En ce qui concerne la structure monétaire et douanière, elle permet premièrement de jouer le rôle de marché d'écoulement des produits français, et elle permet également une accumulation primitive qui est ensuite rapatriée en métropole grâce à la libre circulation des capitaux. Ceci engendre bien entendu une impossibilité d'initier un quelconque processus d'accumulation autonome du capital pour la Tunisie. Donc il faut savoir que les accords de 1955, qui étaient un peu, soi-disant, les accords d'autonomie pour la Tunisie, ont en quelque sorte gardé les mêmes rapports de domination sous une autre forme qu'on a appelée par la suite coopération ou assistance technique. Dans une deuxième partie du papier, on s'est focalisé principalement sur le processus de décolonisation économique en Tunisie. Donc le processus de décolonisation économique, il a commencé, on va dire, en pratique avec l'idée de l'instauration d'une banque centrale et d'une monnaie nationale. Cette idée, elle avait été développée par l'UGTT de Ben Salah dès 1956. Et dans le cadre, bien entendu, du contexte idéologique de l'époque autour du bourguibisme, dont sa particularité est de promouvoir une décolonisation par étapes. Donc cette décolonisation par étapes, en ce qui concerne la décolonisation économique, elle s'est faite à deux grandes étapes. La première, c'est la dévaluation du franc français. Donc il faut savoir que le dinar tunisien était directement lié, rattaché au franc français, et le fait que Bourguiba n'a pas suivi cette dévaluation, ce qui a engendré un décrochage du dinar tunisien et automatiquement la mise en place d'un transfert des capitaux. J'insiste sur ce point parce que même, par exemple, quelqu'un comme Samir Amin doutait fortement de la capacité des pays en voie de développement de mettre en place un contrôle des capitaux. En Tunisie, ça a été fait très rapidement. Dès que le dinar a décroché, pas plus d'un mois après, il y a eu mis en place un transfert, un contrôle des capitaux qui a permis de réduire justement les risques de fuite des capitaux. Le deuxième tournant réellement de la décolonisation, ça a été bien entendu la guerre d'Algérie. Donc, la France a fait payer le soutien de la Tunisie à la guerre d'Algérie, et notamment à l'Algérie dans le cadre de la guerre d'Algérie, par la suppression de l'aide financière de la France. Et donc, en contrepartie, la Tunisie qui estimait qu'en contrepartie de cette aide financière, il y avait la structure de douanière, si vous voulez, de contrôle, de domination économique qui devait être aussi renégociée. Et donc, elle a utilisé la suppression de l'aide financière de la France du fait du soutien de la Tunisie à l'Algérie pour sortir unilatéralement de l'union douanière. Et donc, il faut savoir du coup que c'est en quelque sorte des événements extérieurs, que ce soit la dévaluation du franc français ou bien la guerre d'Algérie, qui ont été utilisés à bon escient par l'élite en quelque sorte et le gouvernement tunisien pour sortir des structures de domination, que ce soit le contrôle des capitaux ou bien l'union douanière.
Seul le contrôle sur les réserves de change n'a pas été totalement décolonisé et jusqu'à aujourd'hui, à travers la loi 72, la Tunisie n'a pas un contrôle total sur ses réserves de change. Donc tout ça, ça s'inscrit bien entendu dans le cadre de l'influence de la France en plus, c'est-à-dire notamment dans le cadre de la période post-décolonisation. Il faut savoir que, par exemple, les hauts cadres de la Banque centrale, la nouvelle Banque centrale qui a été formée, avait été en quelque sorte envoyée à la Banque de France pour être formée. Le cas par exemple de Mansour Moualla, de Nouira, qui était un ancien de l'inspection des finances française. Bref, l'influence culturelle de la France était toujours présente dans le cadre de la décolonisation, de post-décolonisation. Et enfin, on a essayé de tourner un peu sur la question de la définition de la monnaie, sur quoi elle repose, et ça, je vous laisserai l'occasion de regarder ça dans le papier directement. Donc pourquoi c'est important de rentrer dans tous ces détails? Premièrement, parce que la situation dans laquelle était la Tunisie était exactement la même situation que celle du franc CFA actuel, donc c'est quelque chose qui est toujours d'actualité, une situation qui peut être en quelque sorte regardée par les pays qui sont dans le cadre du franc CFA, et elle permet en quelque sorte de donner un exemple de sortie réussie de la zone franc CFA, contrairement aux différentes, si vous voulez, exemples d'échecs qui ont eu lieu dans la période post-décoloniale, que ce soit Sékou Touré en Guinée, Modibo Keïta au Mali, Sylvanus Olimpo au Togo, ou bien Thomas Sankara au Burkina Faso. Il y a aussi l'importance d'une politique cohérente, donc par exemple la fin de la parité entre le franc français et le dinar tunisien a tout de suite entraîné auprès des autorités tunisiennes la nécessité d'instaurer un contrôle des capitaux pour empêcher une fuite des capitaux qui aurait pu être fatale pour le pays. Enfin, la spécificité du contexte régional tunisien qui est importante, c'est-à-dire que, par exemple, la France menaçait les pays de la zone franc CFA d'arrêter l'aide financière s'ils voulaient sortir de la zone, alors que dans le cadre de la Tunisie, c'est l'inverse. C'est la France qui a directement arrêté cette aide, non pas s'ils voulaient sortir de la zone franc, mais plutôt en soutien, dans le cadre du soutien de la Tunisie à la guerre d'Algérie, ce qui a permis à la Tunisie de donner une opportunité à la Tunisie de sortir et de quitter l'union douanière. Enfin, le troisième chose qui est important, c'est le rôle politique fort du syndicat tunisien du GTT qui a joué un rôle central dans le cadre de la décolonisation économique. Donc ça, c'est quand même important à garder en tête, étant donné qu'on le voit aujourd'hui, il y a une forte remise en cause du franc CFA avec des mobilisations populaires dans toute l'Afrique francophone, principalement en Afrique de l'Ouest. Et donc, il y a un momentum un peu à garder, et c'est un peu important, si vous voulez, de mettre de la lumière sur, en quelque sorte, une success story de décolonisation monétaire. Et donc, si ça peut inspirer nos collègues, nos amis en Afrique de l'Ouest de sortir rapidement du franc CFA, qui reste une structure de domination actuelle qui maintient les pays de la zone franc CFA sous la domination française. La troisième partie du papier, c'est principalement le rôle de la Banque centrale dans l'expérience socialiste de Ben Salah. Il faut savoir qu'à l'époque, la plus grande réforme qui était mise en place, c'était la réforme agraire. Donc, suite à la reprise en main du contrôle par la Banque centrale de l'économie tunisienne, il fallait lever les contraintes internes à l'accumulation du capital qui étaient principalement des inégalités trop fortes dans l'agriculture qui ne permettaient pas de créer une demande assez large pour s'industrialiser. Donc c'est un peu une approche hétérodoxe de l'accumulation du capital. Autre chose aussi qui est important à garder en tête, c'est qu'à l'époque, l'élite était en quelque sorte sevrée de culture occidentale du développement. Et donc, si vous voulez, l'idée c'était que la Tunisie devait rattraper le retard et que l'élite devait éclairer le peuple, en quelque sorte arriéré. Et donc, dans le cadre de la réforme agraire, ça s'est transformé en quelque sorte par une approche qui mettait en exergue un besoin en équipement et notamment en importation de capitaux qui était extrêmement élevé. Et donc, ça a créé une dépendance aux bailleurs de fonds qui était extrêmement forte. Donc, pour pallier un peu au manque d'épargne, la Banque centrale, elle a eu quand même des politiques assez fortes. Elle a forcé en quelque sorte les banques commerciales à souscrire jusqu'à 25% de leurs dépôts, soit en bons du trésor, soit en bons d'équipement, afin de financer l'effort de développement économique et social du pays. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Et ça a permis en quelque sorte de mobiliser les ressources bancaires pour financer la réforme agraire. Par exemple, la campagne de mobilisation d'épargne qui a été aussi mise en place, elle a permis de faire passer l'épargne de 4 millions de dinars en 61 à 29 millions de dinars en 68. Et enfin, le taux de réescompte
qui a été en quelque sorte, non pas unique, mais différencié selon les objectifs stratégiques. Par exemple, il y avait un taux de réescompte qu'on appelle aujourd'hui taux directeur qui était spécifique pour l'équilibre de la balance des paiements, pour les crédits à l'exportation, un taux spécifique pour l'industrialisation du pays, les crédits d'équipement à moyen terme notamment, et enfin un taux spécifique aussi pour le développement de l'infrastructure agricole, etc. Donc pourquoi cette description est importante? Premièrement parce qu'elle montre une approche hétérodoxe de l'accumulation du capital, qui tourne autour de la réduction des inégalités afin d'augmenter le pouvoir d'achat réel de la majorité de la population et de créer une demande solvable permettant l'accumulation de capital et l'industrialisation. En quelque sorte, le crédit et la politique de crédit sert à remplacer temporairement la déficience structurelle inégalitaire, mais ce n'est pas une solution de long terme car elle sert aussi à masquer les inégalités lorsqu'elles existent. L'autre chose qui est aussi importante, c'est l'intervention directe de la Banque centrale à la fois sur l'épargne, sur la mobilisation des ressources bancaires, afin de financer le développement et non pas pour financer des importations pour la plupart superflues comme c'est le cas aujourd'hui. Et enfin, le taux directeur différencié, ça remplace aujourd'hui le taux directeur unique et c'est une idée sur laquelle on peut s'inspirer encore. En ce qui concerne la réforme agraire, un des points importants à souligner, c'est que celle-ci a échoué au bout de 9 ans, 10 ans, et c'est important de tirer les leçons pour lesquelles cette réforme a échoué. Premièrement, sur le plan culturel, il y avait en quelque sorte à l'époque une trop forte admiration envers le modèle occidental et pas assez de capitalisation sur le savoir local en termes agricoles, sachant que celle-ci existait réellement, comme on l'a mis un peu dans le papier. Il y a un peu quelques notions sur ce point-là. Et donc ça a engendré une trop forte dépendance à l'importation d'équipements étrangers, parfois non adaptés au système en Tunisie, et donc une dépendance aussi à la mobilisation de ressources extérieures et donc aux bailleurs de fonds. Et donc l'imposition, à la fois cette dépendance à la bailleurs de fonds, elle a créé une imposition d'une logique financière court terme avant une logique sociale de long terme. Sur le plan géopolitique, quelque chose qui est assez intéressant, c'est que la réforme agraire s'est faite avec l'appui américain à travers le FMI et la Banque mondiale. Et en quelque sorte, dès que cette réforme agraire est devenue sérieuse, en gros, dès qu'il y a eu la généralisation de la réforme agraire en 1969, Ben Salah a été lâché de toutes parts. Enfin, sur le plan administratif, il y a eu en quelque sorte une des grandes problématiques de la réforme agraire, il y a eu une reproduction en quelque sorte de la centralisation de l'administration et d'une approche un peu coloniale envers les paysans en pratique qui, en quelque sorte, étaient là pour leur dire ce qu'il fallait faire et n'ont pas pris en considération les pratiques en cours. Enfin, sur le plan de la mobilisation des ressources domestiques, la Banque centrale a atteint son objectif d'investissement financé par au moins 50% de mobilisation des ressources domestiques, qui était dans le cadre du plan décennal. Mais comme on l'a vu, cela n'a pas été suffisant car les besoins étaient trop élevés, notamment du fait que tout dépendait de l'importation d'équipements étrangers. Donc ça montre qu'une intervention plus décisive de la Banque centrale dans la mobilisation des ressources domestiques, en mettant en place des objectifs, par exemple une obligation de collatéral sur des bons du Trésor ou d'équipements pour les banques, qui veulent se refinancer auprès d'elles, peut être un outil intéressant aujourd'hui pour commencer à financer les besoins en équipement et en infrastructure du pays. L'importance de la mobilisation du capital de savoir autochtone est importante afin de réduire aussi au maximum les besoins en capitaux extérieurs. On n'y pense souvent pas, mais c'est quelque chose d'extrêmement important afin de réduire les besoins en capital. Et enfin, une approche plus démocratique dans la conception et la mise en œuvre des réformes, notamment la réforme agraire ou la réforme agricole ou toute autre réforme qui permet de prendre en considération la vision des acteurs du terrain et non pas d'avoir une approche uniquement top-down technocratique. Donc voilà un peu, si vous voulez, les leçons de cette étude et je vous invite à y jeter un coup d'œil pour avoir plus de détails. Merci.